Salut à tous et bienvenue sur une nouvelle émission de Hazel FinTech. Alors aujourd'hui, on va rapidement parler bien, de l'actualité Facebook. Vous savez tout ce qui s'est passé depuis quelques heures avec Facebook, pas seulement la plateforme Facebook en elle-même, mais en fait tous les autres produits du groupe Facebook, donc les applications telles que WhatsApp, Instagram, Messenger, peut-être aussi Snapchat, je ne suis pas sûr, en tout cas les grosses plateformes du groupe Facebook, eh bien, tout simplement depuis, pendant quelques heures en tout cas, pendant d'assez longues heures, ont été totalement indisponibles, ou partiellement indisponibles, en tout cas complètement inutilisables. Même plus que ça, même les locaux donc de l'entreprise Facebook, qui sont situés quelque part sur la côte ouest américaine, eh bien, plusieurs employés ont rapporté qu'ils ne pouvaient même pas accéder en fait au bâtiment, donc les badges d'accès ne fonctionnait pas. Alors badge ou reconnaissance faciale, je ne sais pas exactement comment se passe l'identification pour l'accès au bâtiment de Facebook, mais voilà, les employés eux-mêmes n'arrivaient pas pendant plusieurs heures à accéder au bâtiment à cause justement de cette curieuse panne qui, semble-t-il, n'est pas une simple panne, parce que c'est vrai que c'est pas la première fois que ça arrive, hein. Régulièrement, ce genre de grosses plateformes telles que Facebook ou Twitter, hein, régulièrement, ils ont des surcharges au niveau des serveurs, ou peut-être d'autres problèmes. Bon, ils ne communiquent pas forcément officiellement là-dessus, mais généralement, c'est quand même résolu assez rapidement, hein. Ça dure très rarement au-delà d'une heure. Là, ce qui est spécial aujourd'hui, c'est que ce shutdown de Facebook a duré vraiment plusieurs heures, hein. Je ne sais pas, ça a duré peut-être 4 ou 5 heures quand même, peut-être un peu plus, je ne sais pas. Ce qui est assez exceptionnel et ce qui, à mon avis, cache quelque chose. Alors cache, je veux dire par là que il me semble qu'on n'a pas affaire ici à un shutdown classique. On voit clairement qu'on a affaire ici, à mon avis, je pense qu'on a affaire à une attaque. Alors, est-ce que c'est une attaque qui vient de l'intérieur? Est-ce que c'est un acte de malveillance peut-être d'une personne, d'un employé de Facebook qui aurait voulu, je sais pas, tout faire péter, j'en sais rien. Ou en tout cas, ennuyer son employeur Zuckerberg. Ou s'agit-il d'une attaque extérieure? Alors ça, on va en parler. Alors évidemment, ça a provoqué pas mal de réactions. On voit que ça continue d'être en tête de trending. Internet shutdown, Facebook shutdown, delete Facebook, Twitter down, Zuckerberg. Alors Twitter a été brièvement un petit peu surchargé, mais en fait, la situation s'est vite rétablie. Bon, ce qui est amusant, c'est qu'il y a eu pas mal de réactions assez rigolotes, hein, de la part de concurrents de Facebook, hein. Je crois que le compte Twitter de Twitter, justement, voilà, a fait un tweet un petit peu moqueur, gentiment, on va dire, pour dire que eux, ils étaient en ligne, alors que Facebook n'était plus en ligne. Il y a eu d'autres marques comme ça qui se sont un peu moquées, voire réjouies, hein. J'ai vu aussi le compte Twitter de l'application Session, donc une très bonne application dont on va parler, qui a aussi fait un tweet un petit peu dans le même sens. Et même les forces donc de défense donc de l'État juif, donc Tsahal, tout simplement, l'armée israélienne, eux-mêmes ont fait un tweet assez rigolo en disant, voilà, Facebook, Instagram, WhatsApp, si vous avez besoin d'aide, l'équipe technique des forces armées israéliennes sont prêtes à vous donner un coup de main. Alors, c'est pas un mot en l'air, parce que, alors c'est peut-être un peu pour se moquer, mais il faut savoir quand même que euh, l'armée israélienne, notamment le Mossad et son unité 8200, alors je crois que l'unité 8200 relève plutôt directement de l'armée israélienne, enfin peu importe. Quoi qu'il en soit, l'unité de 8200, c'est un petit peu la cellule d'opération, d'espionnage informatique euh, officielle vraiment de l'armée israélienne. Et c'est une unité assez redoutable, hein. Il y a vraiment des pointures qui sortent de là, en tout cas des gens assez dangereux. Si vous vous souvenez de l'affaire Pegasus, hein, on a un petit peu oublié Pegasus aujourd'hui, mais c'est encore frais, hein, c'était il y a quelques semaines. Eh bien, les fondateurs en fait de Pegasus, de l'entreprise en tout cas qui a, euh, comment dire, commercialisé ce logiciel, hein, donc ce spyware, eh bien, les fondateurs de cette entreprise, dont j'ai oublié le nom, hein, peu importe, eh bien, sont quasiment tous issus justement de l'unité 8200, ou en tout cas issus justement des services informatiques, on va dire, de l'armée israélienne. Donc ce sont des gens assez redoutables. Alors évidemment, toutes les grandes puissances de ce monde, ou en tout cas les grandes nations, ou les nations qui ont un minimum de moyens et qui sont un minimum sérieuses, ont évidemment toutes évidemment des cellules voilà, de spécialistes en hacking, en contre, en obsèques et des choses comme ça, c'est évident. Mais il faut dire que les Israéliens sont particulièrement redoutables à ce jeu-là.
Bon, alors je ne dis pas évidemment qu'ils sont impliqués dans l'affaire qui concerne Facebook, ça on ne le sait pas, mais pour moi je pense qu'on a quand même ici affaire à une attaque, à mon avis, extérieure. Je ne vois pas enfin, je ne pense pas que ce soit une attaque intérieure ou un problème interne ou une simple surcharge de serveurs, ça je n'y crois pas tellement à cette heure-ci, parce que, encore une fois, ce, ce shutdown de Facebook a duré vraiment, je trouve, très longtemps. Et il a pris des proportions assez énormes. Alors, il y a plusieurs éléments autour de ça, en fait, justement, qui ont provoqué des réactions intéressantes chez les gens, puisqu'on voit qu'on ne parle pas seulement du Facebook shutdown, on parle aussi du Internet shutdown. Donc, il y a évidemment pas mal de théories de la conspiration qui sont ressorties par rapport, justement, à une potentielle volonté de nous préparer à un shutdown global de l'Internet. Ça, on va y revenir. Alors, il y a aussi autre chose d'intéressant qui s'est passé aujourd'hui par rapport à Facebook, c'est que les données personnelles d'1,5 milliard d'utilisateurs de Facebook ont été mises en vente sur un forum de hacking, un forum de pirates, et ces données personnelles contiennent les noms, les prénoms, les numéros de téléphone, les adresses e-mail, la localisation et le genre donc des personnes qui ont été atteintes. Donc ça fait quand même 1,5 milliard d'utilisateurs. Je pense qu'on est quasiment à l'entièreté en fait du nombre d'utilisateurs de Facebook, hein. Je crois qu'ils sont à peu près à 1,5 milliard d'utilisateurs en gros. Et alors, je crois il y avait déjà eu plusieurs fuites comme ça, hein, de données. C'est pas la première. Peut-être que ce sont encore des données, des vieilles données justement qui sont revendues aujourd'hui. Donc c'est peut-être pas forcément des données tout à fait fraîches. Mais il faut bien voir, enfin, ça vous prouve en fait pourquoi est-ce qu'il faut absolument éviter en fait d'utiliser Facebook. C'est pas simplement pour le plaisir de ne pas donner ces données à, pas seulement pour le plaisir, si vous voulez, d'embêter Zuckerberg l'alien, c'est aussi parce que cette société, évidemment, est fondée, comme beaucoup d'autres GAFAM, sur le data mining, sur l'exploitation de vos données personnelles et sur votre profilage, pas seulement pour vous balancer des pubs à tout va, mais aussi pour détenir en fait des profils qui sont, je peux vous l'assurer, extrêmement précis de votre personnalité, de vos goûts, de vos connaissances, de votre cercle d'amis, euh, et aussi de vos opinions politiques, de vos opinions, ou en tout cas de vos croyances religieuses, par exemple. Quand vous additionnez tout ça, en fait, vous vous rendez compte que des entreprises comme Facebook, ou Google, ou d'autres, connaissent quasiment tout ce qu'il y a d'essentiel dans votre vie. Et ça, c'est d'autant plus que vous, en tout cas beaucoup de gens, utilisent en plus de ça les plateformes de messagerie de ces groupes-là, notamment Messenger, WhatsApp. Et moi, évidemment, enfin, évidemment, sur Hazel FinTech, on va le voir, nous sommes absolument contre l'utilisation de WhatsApp pour des raisons simples. Si vous n'avez pas compris pourquoi il ne faut pas utiliser WhatsApp, eh bien, sachez que... Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais WhatsApp, c'est encrypté, ils sont end-to-end encryption, donc c'est OK, c'est bon. Oui, mais en fait, non, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'effectivement, WhatsApp utilise en principe le protocole Signal. Donc Signal, c'est l'application que vous connaissez bien. Mais c'est aussi en fait un protocole à la base. Et donc c'est l'un des meilleurs protocoles en fait d'encryptage en termes de messagerie. Bon, euh, WhatsApp l'utilise. Mais par contre, il faut bien comprendre que l'encryptage, ça ne fait pas tout. C'est-à-dire que les messages qui passent sur WhatsApp, en fait, il y a une espèce de backdoor, je ne sais pas comment. En tout cas, il est officiel, il est avéré aujourd'hui que les modérateurs de WhatsApp peuvent lire vos messages et ils ne s'en privent pas. Évidemment, sous des prétextes divers, hein, euh, alors, c'est intéressant. Alors, ça, c'est un rapport justement de ProPublica qui rapporte tout ça, enfin, qui a fait une enquête, hein. Vous pouvez retrouver cet article-là sur Hazel FinTech, bien sûr, si vous voulez des détails. Euh, Alors, plus précisément, justement, ces modérateurs de Facebook, enfin de WhatsApp, sont chargés d'examiner les conversations dans lesquelles un algorithme propriétaire a détecté des mots ou des expressions suspectes. Donc ça peut être du spam, mais aussi ça peut être de la désinformation, du discours haineux, des menaces terroristes, du contenu pédopornographique, du chantage, contenu à caractère sexuel, etc., etc. Alors évidemment, pour tout ce qui est menaces terroristes, contenu pornographique et tout ça, bon, il n'y a pas de problème, on est tout à fait pour que ce genre de contenu soit banni partout, c'est évident. Par contre, ça devient plus inquiétant quand on nous parle de désinformation et de discours haineux, parce que par désinformation, si vous
Bon, on le sait depuis maintenant quelques mois, hein, on s'en souvient avec l'élection américaine et tout ce qui se passe avec le Covid depuis presque 2 ans maintenant. Voilà, on sait très bien, désinformation, ça veut dire quoi? C'est tout simplement pour désigner en fait toutes les personnes qui essayent justement de chercher des informations véridiques, justement, la réalité, qu'est-ce qui se passe par rapport à ce Covid, qu'est-ce qui se passe par rapport à l'élection américaine. Voilà, tous les gens qui cherchent à fouiner trop loin, on sait très bien qu'on s'est pris des espèces de captions en dessous des publications du genre attention, cette information n'a pas été vérifiée. Les fact-checkers ont jugé que cette information, que votre tweet n'est pas conforme ou que votre post Facebook contient des fake news ou du discours haineux, encore pire. Voilà. Donc, sous prétexte évidemment de modérer des choses effectivement très graves, telles que menaces terroristes ou contenu pédopornographique, bien le problème c'est que ça se retourne aussi contre ceux, tout simplement, qui discutent, qui partagent leurs opinions politiques, qui n'ont rien de répréhensible. Et là encore, il s'agit de vous profiler, pas seulement de vous censurer, de vous bloquer ou tout ça, c'est pas seulement ça Facebook. C'est aussi de vous profiler, de savoir ce que vous pensez, et de savoir exactement qui vous êtes, comment vous êtes, etc. etc. Et ça vaut de l'argent. Ça vaut de l'argent parce qu'il faut savoir que Facebook, je crois que par jour, il génère environ 230-240 millions de dollars de revenus, juste les revenus publicitaires, qui sont quand même l'essentiel de leurs revenus. Et donc là, je crois qu'on estime que là, ils ont été en panne pendant, je sais pas, 5 ou 6 heures peut-être aujourd'hui. Et donc, je crois que le coût est quand même estimé. Alors moi, j'ai entendu parler de 60-70 millions de dollars, en tout cas de pertes de revenus publicitaires. Mais je pense que ce chiffre peut être augmenté puisqu'il va y avoir sûrement des répercussions matérielles, des choses à réparer. Enfin, il y aura plein de conséquences à tout ça. Il y a eu des conséquences, bien sûr, au niveau de l'action Facebook, hein, au Nasdaq, là qui a perdu, alors si on veut s'amuser un petit peu à regarder les charts, qui a quand même connu un dump assez intéressant, parce qu'en fait, le dump, ah oui, si, il y a quand même eu un dump, évidemment, aujourd'hui. Bon, c'est sûr que le S&P 500 et puis le Nasdaq ne sont pas en grande forme depuis voilà, quelques jours, quand même quelques semaines. Il y a quand même eu un gros... où est-ce qu'il est, mon drawing panel? Il est là. Voilà, il y a quand même eu un gros pullback depuis un espèce de top, là, un top local le 10 septembre. Voilà, il y a quand même eu sur l'action Facebook moins 16% depuis, voilà, on va dire 2-3 semaines. Et l'action, je crois, aujourd'hui a dû perdre 5%, quelque chose comme ça. Voilà, quand même 6%, presque 7%. Rien qu'aujourd'hui, face à ce problème. Donc là, on voit vraiment que c'est... En fait, ça a même commencé un petit peu avant, hein. C'était le 1er octobre qu'il y a eu déjà un dump. Ce qui est intéressant parce que, à côté de ça, les cryptos ont très bien réagi en fait à la fin de la semaine dernière. Le Bitcoin est passé, je crois, de 41 000 et quelques dollars. Ben, d'ailleurs, on peut jeter un coup d'œil, hein, ça fait pas de mal. Voilà, le Bitcoin est passé quand même de 41 000, 40 000, oui, 41 000 dollars jusqu'à 49 000 et quelques. Donc 20% quand même en quelques jours. Donc les cryptos se tiennent très bien pendant ce temps, alors que le S&P, on peut aussi, euh, voilà, S&P, voilà, le S&P n'est pas franchement en grande forme, et c'est vrai que il y a quand même pas mal d'incertitudes. Alors on sait que c'était aussi lié par rapport à toute l'actualité chinoise avec Evergrande et voilà, tout le FUD qu'il y a eu autour de ça et les risques de répercussions à l'échelle globale. Il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à ça. C'est vrai que le S&P a perdu 6% depuis, en fait, pendant tout le mois de septembre. Bon, là, est-ce qu'il trouvera un soutien, un support intéressant? Ma foi, ce n'est pas dit parce que, voyez-vous, là, il pourrait bien retomber sur le MA200 et ça lui ferait perdre encore bien 5%, peut-être un peu plus, à moins qu'il se stabilise ici voilà, sur un top local, sur un support local, pardon. Voilà, en tout cas à suivre, et en tout cas pour ce qui est de l'action Facebook, eh bien,
effectivement, voilà, tout ceci est en corrélation, évidemment, avec les événements, même si l'action Facebook, ma foi, semble tomber ici sur un support qui pourrait bien, effectivement, causer une reprise, puisque les serveurs sont sûrement en passe d'être réparés. En tout cas, je crois que Facebook, d'ailleurs, je crois que même que l'accès au site a été rétabli, là. Donc sans doute que ça va rassurer, on va dire, en tout cas les investisseurs, ou en tout cas les traders surtout, pour peut-être un petit gain ici de 6-7% peut-être cette semaine. Ça c'est à voir, mais c'est vrai que là, l'action Facebook n'est pas vraiment sur une bonne dynamique, j'ai envie de dire. En tout cas, elle risque de se stabiliser autour des 328, 327 pendant quelques temps. Sinon, peut-être même dumper un peu plus. Bon, ça c'était pour le côté trading et cours du marché. Maintenant, revenons un petit peu à notre affaire. Donc, c'est vrai que c'est intéressant, hein, donc tout ce qui se passe autour de cette affaire Facebook, parce que c'est vrai qu'on est dans un contexte particulier. Donc, il y a toute l'affaire Evergrande en Chine. Donc, tout ce micmac immobilier, financier, vraiment gigantesque, hein, avec des. Voilà, je vous passe les détails, bien sûr, mais avec avec un gros risque, en fait, et même plus qu'un risque, vraiment un sentiment de peur, de pré-panique sur les marchés depuis 2-3 semaines quand même maintenant. Il y a de plus en plus de gens là que j'ai vu aujourd'hui vraiment surtout dans le monde crypto là, en fait, qui sont assez pessimistes, qui s'attendent peut-être à un signe noir, à quelque chose comme ça. Sur les marchés globaux, j'ai envie de dire, pas forcément dans le milieu crypto, mais le marché des cryptos sera forcément impacté. En tout cas, ça a toujours été un peu le cas, même si ça n'a pas été le cas finalement là, ces derniers jours. Mais c'est vrai que si le S&P, le Nasdaq et même la bourse chinoise et ailleurs, continuer en fait d'être sur un gros retracement comme on l'a vu là pendant tout le mois de septembre, eh bien ça pourrait effectivement emmener les marchés, en tout cas des cryptos, peut-être pas les commodités, apparemment les commodités se portent plutôt bien aujourd'hui. En tout cas, il y a un contexte financier global assez inquiétant, on va dire. Tout ceci se passe évidemment dans le cadre des nouvelles révélations des Panama Papers. Donc il y a des nouvelles révélations qui sont sorties cette semaine, comme vous le savez, ou la semaine dernière. Alors, qui ont été sorties justement par un groupe de journalistes. Alors, je crois que c'est Laurent Ozon qui avait rappelé la chose. Peut-être ici, voilà. Laurent Ozon nous signale que l'organisation qui vient de publier les dossiers Pandora Papers, pardon, alors Pandora ou Panama? En tout cas, il nous dit que c'est le consortium international des journalistes d'investigation, dont la maison mère est le CPI, basé à Washington, notoirement financé par l'Open Society de Soros. Donc, c'est une information qui vaut ce qu'elle vaut, il faut quand même en être conscient. De toute façon, il faut bien comprendre que, vous voyez là ce qui se passe avec les Panama Papers, bon, il y a beaucoup d'hommes politiques, ou en tout cas anciens hommes politiques, même des joueurs de foot, regardez, même Guardiola et Di Maria ont été épinglés par les Panama Papers, etc. etc. Voilà, beaucoup de fortunes, de grosses fortunes ou de puissants de par le monde ont été éclaboussés évidemment avec tout ça. Je crois que voilà, ça révèle que des milliers de milliards de dollars sont cachés dans les paradis fiscaux. J'avais vu le chiffre aujourd'hui passer sur Zero Hedge, d'une estimation justement de la fraude fiscale représentée par tous ces paradis fiscaux là qui se montent, je ne sais pas combien de trilliards de dollars. Enfin, c'est un chiffre absolument gigantesque. Ce qui évidemment fait un petit peu glousser dans les milieux crypto, parce qu'on nous dit depuis des années que le milieu des cryptos, que les crypto-monnaies, ça sert à blanchir de l'argent, que ça sert à l'évasion fiscale, etc., que c'est terrible. Ou même d'autres nous disent que voilà, effectivement, euh, le modèle social français en tant que tel est terrible parce que voilà, il ne fait que creuser la dette. Bon, on voit en fait que les puissants, en tout cas les élites cosmopolites, les ordures cosmopolites, comme dirait H2L, évidemment, eux ne se privent pas en cachette, évidemment, de mettre à l'abri des millions, des milliards et des milliards de dollars dans les paradis fiscaux, avec des mécanismes très sophistiqués, mais qui, de temps en temps, effectivement, sont révélés. Alors, justement, comment se fait-il que l'organisation donc financée par Soros soit un petit peu derrière ces révélations? Eh bien, il faut bien comprendre, comme nous l'explique souvent le professeur Pierre Hillard, eh bien, que le globalisme, ce n'est pas enfin, les élites, l'hyperclasse mondiale, comme on dit,
Ce n'est pas un monde monolithique. Il y a des factions qui se font la guerre, il y a des intérêts divergents, des gens qui... Voilà, c'est comme ça, et je dirais que c'est aussi la même chose, voyez-vous, dans tout ce qui se passe dans tout le cas de cette cyberguerre, hein. La cyberguerre, par rapport à Facebook. Moi, j'imagine tout à fait, pardon, j'imagine tout à fait, voyez-vous, comment dire, une attaque de Facebook par une grosse organisation, vraiment avec des moyens puissants, ou peut-être même un État, je sais pas, la Russie, la Chine peut-être, j'en sais rien. En tout cas, un État ou une organisation qui a vraiment des moyens puissants. Parce que l'attaque, enfin, ce qu'on a vu aujourd'hui avec Facebook, il me semble que ça a dû nécessiter, si c'est bien une attaque, ça a dû nécessiter vraiment des moyens considérables. Vraiment des ressources qu'un simple groupe de hackers un petit peu comme ça en dilettante ne peut pas avoir. Là, on est au niveau vraiment d'une attaque étatique ou en tout cas d'une grosse organisation internationale, à mon avis. Alors je dis ça pourquoi? Parce qu'effectivement, on a vu dans les trends aujourd'hui sur Twitter, excusez-moi, on a vu donc le hashtag Internet Shutdown. Donc il y a beaucoup de gens qui disent oui, là ce qu'on voit en fait, c'est tout simplement devant nous la réalisation justement de ce que le Forum économique mondial annonce depuis plusieurs mois, notamment par la voix évidemment de l'inévitable Klaus Schwab, à savoir une espèce de shutdown, un shutdown global de l'Internet, une espèce de cyberattaque généralisée qui causerait évidemment des désastres en chaîne, hein, qui disruptait, bon, je vais essayer de parler français, qui dérangerait complètement, qui déréglerait, voilà, complètement toute la chaîne logistique de l'industrie globalisée, des télécommunications, des transports internationaux, etc., etc. Comme on l'a vu, on en a vu déjà un petit peu les prémices cette année aux États-Unis avec les fameuses attaques qu'on a présentées comme étant des ransomware, hein, des attaques ransomware contre certaines grosses entreprises, mais souvent des entreprises stratégiques. C'est ça qui change un peu parce que les ransomware, il y a de plus en plus d'attaques depuis quelques années, hein. Si vous allez sur le site, je ne sais pas si vous connaissez Zataz, un site très intéressant justement d'obsèques, d'opérations de sécurité qui, voilà, si vous êtes intéressé par toutes ces affaires-là, c'est un très bon site parce que voilà, ils sont spécialisés là-dedans en fait et ils rapportent très souvent justement tous les problèmes, enfin toutes les attaques de ransomware que subissent de plus en plus les entreprises, hein, que ce soit des entreprises, des grosses entreprises, je sais pas, des banques par exemple, des entreprises du BTP ou même des collectivités locales. Eh bien, évidemment, les hackers, ou en tout cas ces groupes de cyber-terroristes internationaux, parce qu'il faut parler de cyberterrorisme, à mon avis, aujourd'hui, eh bien, ils s'attaquent évidemment à des structures, à des entités, des entreprises qui ont les moyens de payer, puisque le but, c'est évidemment de prendre en otage les données et tout simplement de réclamer une rançon en Bitcoin, en Monero, en ce que vous voulez. Et donc, voilà, nous sommes dans un contexte aujourd'hui de cyberguerre, et donc de cyberterrorisme, de cyberespionnage. Et donc, c'est vrai que... Alors moi, je ne crois pas, si vous voulez, je ne crois pas trop à la thèse du blackout de l'Internet comme ça, qui serait volontairement organisé, ou en tout cas, qui serait unilatéralement organisé comme ça par Klaus Schwab qui dirait, voilà, qui appuierait sur un bouton, hop, maintenant c'est bon, on arrête l'Internet. Pour quel plan, on ne sait pas exactement. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Est-ce qu'ils veulent justement accélérer leur fameux grand reset? Parce que, évidemment, une fois que vous avez complètement domestiqué les populations avec la propagande covidienne, une fois que vous avez aussi peut-être même stérilisé une partie de la population, un petit peu comme dans Utopia avec les vax, bon, eh bien, finalement, pour que ça aille plus vite, eh bien, il ne reste plus qu'à donner le coup de grâce et couper l'Internet à tous ces consumers et à tous ces normies qui ne sauront évidemment plus, ne sauront plus quoi faire. Moi, je ne crois pas forcément à un scénario, ça me paraît un peu trop simple, hein, ça me paraît un peu simpliste comme vision des choses. Encore une fois, nous sommes dans un contexte de cyberguerre, donc vous avez des entités, euh, globalistes ou pas, c'est pas la question, mais vous avez des grosses entités internationales, que ce soit des organisations privées ou des organisations publiques, donc des États, eh bien, qui aujourd'hui se mènent
et depuis de nombreuses années, mais spécifiquement depuis quelques années encore plus, de plus en plus se mène une guerre cybernétique, tout simplement. Donc, que ce soit, on l'a vu d'ailleurs avec l'affaire Pegasus, hein, l'affaire Pegasus, c'était un petit peu ça. Vous avez des États qui ont acheté ce logiciel à l'entreprise donc israélienne là, pour espionner des personnalités politiques, des journalistes, des hommes d'État de pays concurrents ou en tout cas de pays voisins. On a vu que le Maroc a été un client justement de cette entreprise, que le Maroc s'en est servi justement pour espionner un certain nombre de personnes en France. Donc voilà, c'est ça en fait la cyberguerre. Et c'est une guerre évidemment qu'on ne voit pas, qu'on voit moins évidemment qu'une guerre conventionnelle, c'est évident. Donc moi je pense plutôt qu'on est plutôt dans ce contexte-là et que si on arrive à un shutdown de l'Internet, ce ne sera pas un shutdown global. Il y aura peut-être des attaques un peu comme on a vu avec Facebook, c'est-à-dire que des entités, publiques ou privées, on ne sait pas, eh bien, vont décider pour des raisons ou une autre, pour une raison ou une autre, vont décider en fait, de supprimer l'accès à Internet, soit d'une grosse entreprise, d'un gros réseau social ou carrément d'un pays entier, pour l'isoler, pour lui nuire économiquement, etc., etc., ou pour causer des troubles à l'intérieur du pays. Je pense qu'on se dirige plutôt vers ce genre de scénario à l'avenir. Voilà, ça c'est un petit peu ma vision des choses. Bon, alors qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, en attendant, pauvres petits citoyens isolés? Bien évidemment, bon, c'est pas pour autant qu'il faut rejeter la technologie. Ça, c'est ce que je dis souvent, hein. Il est évident que... alors là, on parle vraiment de... Si vous voulez, là, on parle de choses qui nous dépassent, hein, tout ce qui se passe avec Facebook, tout ce qui se passe... tout ce que raconte là, le World Economic Forum, c'est un peu des choses qui nous dépassent. Parce que, évidemment, vous savez, c'est comme l'affaire Pegasus. Bon, l'affaire Pegasus, c'est inquiétant dans la mesure où c'est un logiciel qui a même bluffé, on va dire, les plus grands experts en sécurité, parce que c'est un logiciel qui a notamment réussi à pénétrer complètement enfin, qui a réussi à faire des attaques zero day sur des appareils de type iPhone. Alors souvent, les normies s'imaginent que le iPhone, c'est le tip-top de la sécurité. Bon, c'est vrai que Apple, on peut leur accorder ça, hein. Ils sont assez au top à ce niveau-là, en tout cas sur les iPhones. Mais voilà, ce ne sont pas des technologies infaillibles non plus. Bon, en tout cas, beaucoup de gens ont été bluffés par le fait que voilà, même le iPhone comment dire, a pu être piraté aussi facilement, entre guillemets, par Pegasus. Mais tout ça pour dire que, en général, évidemment, ce genre d'attaque, ou en tout cas ce genre de service qui nécessite vraiment des ressources étatiques, en général, ne vont pas forcément concerner de simples citoyens comme nous, a priori. Je dis bien a priori parce que, évidemment, ces attaques ont concerné plutôt des hommes d'État, des personnalités bien en vue, des personnalités publiques très importantes. Mais il faut bien voir aussi que pour nous autres simples citoyens, il y a tout un tas de menaces en fait qui nous concernent plus directement. Des menaces en fait qui concernent tout simplement le fait d'utiliser en permanence des plateformes, des sites comme Facebook, Amazon, Google, etc., etc., ou plein d'autres services, hein, pas seulement eux, ça ce sont les plus connus. Mais en fait, là, ce qui nous menace en particulier, c'est d'une part le data mining, qui comme je l'ai dit tout à l'heure, le data mining, c'était une menace parce que ça conduit en fait à un profilage extrêmement précis de nos personnalités et jusque dans les détails les plus intimes de notre vie. Surtout si on continue, comme j'ai indiqué tout à l'heure, si les gens continuent justement à utiliser des plateformes comme WhatsApp, où toutes leurs conversations seront enregistrées en fait, ou en tout cas monitorées, surveillées, eh bien voilà, ce profilage sera encore plus précis. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais bon, Facebook, ils s'en fichent un petit peu de ce que Raymond, au fin fond de la Moselle, peut penser de ceci ou de cela, parce qu'il a écrit ceci ou cela sur WhatsApp. J'en conviens fortement. En tout cas, ouais, Facebook l'utilisera pour faire ses pubs. Mais néanmoins, il faut savoir que, bon, sans rentrer forcément dans les détails maintenant, mais vous pouvez simplement aller lire un article qui se trouve sur le Hazel FinTech, qui s'appelle les data... Bon, si je le retrouve évidemment. Voilà, les data brokers savent tout de votre vie. Donc, lisez cet article et vous vous rendrez compte qu'effectivement, c'est quand même un gros problème et qu'il faut absolument
non pas rejeter la technologie, parce que ce serait un peu une réaction un peu primaire. Alors évidemment, si on peut s'en passer ou si on estime que ça n'a aucune utilité pour nous, eh bien, bon, j'ai envie de dire très bien. C'est tout à fait possible et même peut-être même très bien, enfin, peut-être même recommandable parfois. Mais tout ça pour dire qu'il y a, si on ne veut pas rejeter la technologie, eh bien, il y a plein de manières, plein de pratiques en fait à mettre en place, d'outils à utiliser pour justement nous protéger de façon très simple, à notre échelle de simples petits citoyens. Voilà. Commencer à adopter les bonnes pratiques pour tout simplement se protéger contre le data mining. En gros, pour se protéger contre non seulement les menaces des hackers déjà, des cybercriminels, mais aussi des menaces donc des GAFAM et de tous les data miners, de tous les gens qui veulent pomper vos données, qui veulent savoir ce que vous êtes, ce que vous faites dans votre intimité la plus profonde. Et il y a aussi, bien sûr, les menaces tout simplement de l'État, ou en tout cas des régimes mondialistes, comme celui que nous avons aujourd'hui en France, qui sont aussi une menace. Et cette fois-ci, de plus en plus pour les simples citoyens. Parce qu'il faut bien comprendre que on le voit aujourd'hui, on le voit depuis de nombreuses années en France, il y a une montée d'une certaine nouvelle opinion publique, et cette nouvelle opinion publique-là est détestée par une grande partie de la classe politique, parce que c'est une nouvelle opinion publique, c'est une France qui, si elle n'est pas parfaite évidemment, eh bien c'est cette France qui rejette le référendum de 2005 sur la Constitution européenne, c'est la France euh, qui, par exemple, se soulève pendant la crise des Gilets jaunes, c'est la France aussi qui actuellement est tous les samedis dans la rue pour manifester contre la dictature sanitaire. Et cette France-là, c'est encore la France éveillée, encore une fois qui n'est pas parfaite, hein, personne n'est parfait, mais c'est la France qui cherche encore à réfléchir, qui cherche encore à s'informer, à exercer un certain esprit critique, parfois peut-être un petit peu trop exagéré, mais en tout cas, ce sont des gens qui se distinguent complètement d'une masse qui, depuis de nombreuses années, d'une masse qui suit en fait tout simplement le consumérisme, les dictates médiatico-politiques, etc., etc., sans réfléchir plus que ça, voilà, à tous les dogmes modernes qu'on essaie de nous faire avaler. Donc la menace maintenant, elle pèse sur cette nouvelle opinion publique parce que cette nouvelle opinion publique-là, on le voit depuis, notamment depuis 2 ans, elle est ciblée de plus en plus par le régime. Et le régime met des moyens très puissants justement pour engager tous ces cabinets de conseil. Macron a dépensé, je crois, plusieurs dizaines de milliards d'euros en, en consulting pour engager des boîtes telles que McKinsey pour le conseiller en fait dans la gestion de crise. Gestion de crise, ça veut dire quoi en fait? C'est comment est-ce que on va gérer ces Français réfractaires, etc., etc. Donc il y a quand même pas mal de menaces qui pèsent au niveau de la surveillance de simples citoyens comme nous. Bien tout simplement pour profiler. Qu'est-ce que voilà, un tel, qu'est-ce qu'il a comme opinion politique? Euh, donc il faut peut-être le cibler, le catégoriser. Et le fichage, en fait, se fait de plus en plus facilement, bien sûr, avec tous ces outils. Donc, il ne faut pas se passer de la technologie. On peut utiliser la technologie, mais il faut tout simplement adopter les bonnes pratiques. Donc, pour la faire courte, vous pouvez vous rendre sur Hazel FinTech et vous trouverez cet article-là qui s'appelle donc Application Android Open Source recommandée. Alors, il y a plein d'autres articles, hein, vous pouvez évidemment ne vous arrêtez pas à ça. Il y a d'autres articles de conseils divers et variés ou d'informations. Et je vais en publier de plus en plus quand j'en aurai le temps, hein, si Dieu le veut. Mais voilà, il y aura encore plein de choses à compléter. Mais si vous allez déjà sur cette page, en fait, vous aurez déjà pas mal d'éléments pour déjà commencer à avoir de bonnes pratiques, ne serait-ce que par rapport à votre smartphone. Et c'est quand même la chose essentielle. C'est vrai qu'aujourd'hui, le smartphone, c'est vraiment l'ordinateur de poche qu'on a toujours sur nous. Alors certes, selon l'occupation qu'on a comme professionnellement, on utilise plus ou moins les ordinateurs, c'est évident. Mais c'est clair que le smartphone, on l'a toujours sur nous. Et il nous sert vraiment à communiquer un peu tout le temps, très souvent, non seulement sur des messageries, on va dire privées, mais aussi sur des réseaux sociaux. Donc finalement, c'est là où nous sommes quasiment le plus vulnérables. Encore une fois, que ce soit par rapport à des cybercriminels qui veulent s'attaquer, par exemple, à votre compte bancaire, à vos données, à vos accès, à vos mots de passe, etc. Mais ça peut être aussi des attaques qui vont venir de la part de GAFAM qui ont, comme on l'a vu, hein, ne faites pas confiance à ces GAFAM, hein, Facebook et tout ça, puisque vous voyez que leurs données qui vous pompent, ces
ces identifications qu'ils exigent, ces numéros de téléphone qu'ils exigent, eh bien finalement, une fois qu'ils se font pirater, hop, ça part sur le dark web et toutes vos données, elles sont exposées sur le dark web. Donc, il faut éviter à tout prix, vraiment, surtout ces services-là hein, de messagerie qui exigent des numéros de téléphone. Donc là, je vais commencer peut-être par ici, parce que c'est quand même une des choses les plus importantes, je pense. Les télécommunications, c'est très important, je pense, dans l'avenir, hein, pour communiquer entre nous. Euh, Moi, je ne recommande pas, si vous regardez cette page ici sur le Hazen FinTech, je ne recommande pas, je ne recommande plus Telegram ou Signal. Alors, j'ai rien contre ces applications en tant que telles. Telegram, je trouve que c'est une super application en tant que telle, c'est très sympa, c'est très bien réalisé en fait, c'est une application excellente en tant que telle, mais elle pose aussi pas mal de questions au niveau de la confidentialité, pas forcément à l'instant T, mais peut-être dans le futur. Bon, en tout cas, bon, si vous n'êtes pas russe, à la limite, vous n'avez pas trop de problème. Je sais que les citoyens russes, pour eux, c'est un peu plus compliqué parce que apparemment Telegram, c'est quand même très surveillé par le FSB, donc les services de renseignement, enfin les services intérieurs russes. Vous avez Signal. Alors Signal, c'est pareil, c'est-à-dire que Signal, effectivement, bon, le protocole d'encryptage qui s'appelle Signal est l'un des meilleurs aujourd'hui, donc il n'y a pas de problème. Bon, la réputation autour de Moxie et des fondateurs de Signal, bon, voilà, ça va, ce sont des... Moxie, c'est plutôt une espèce de cyberpunk libertarien. Et puis, je crois qu'il y a aussi un autre gars, je crois justement le créateur de Skype, je crois, donc, qui a vendu Skype il y a longtemps, hein, mais qui est l'un des fondateurs de l'application Signal aujourd'hui. Bon, ce sont des gens intéressants, mais c'est vrai que Signal, pour moi, c'est un peu trop problématique. Ne serait-ce qu'au niveau de la centralisation des serveurs, même s'il y a un encryptage et que Signal jure que voilà, ils ne peuvent pas savoir, ils ne peuvent pas, comment dire, identifier l'utilisateur ou lire les messages, etc. Bon, pourquoi pas. Je crois ils avaient même déclaré à la CIA ou au FBI que voilà, même si le FBI leur demandait de sortir des messages ou des informations, ils ne seraient pas en mesure de le faire. Bon, ça c'est eux qui le disent. Euh, mais le problème que j'ai avec Signal, c'est que Signal demande un numéro de téléphone pour s'inscrire. Et ça en fait, je m'en méfie vraiment complètement parce que je ne vois pas à quoi ça sert en fait. Ça ne sert à rien en fait. Sinon, évidemment, à répertorier vos contacts. Et c'est un peu le même principe avec Facebook. C'est-à-dire que Facebook et WhatsApp et tous ces trucs-là, l'un des gros problèmes, c'est pas seulement au niveau, si vous voulez, de la sécurité ou de la confidentialité à l'intérieur même de l'application, c'est aussi au niveau du profilage qui est réalisé par ces applications au niveau de votre liste de contacts. Ça, c'est problématique parce qu'une fois que vous êtes sur une liste de contacts, vous avez un proche qui a Facebook ou qui a WhatsApp, et hop, il vous a il a votre numéro dans sa liste de contacts avec votre nom, prénom, etc., etc. Bon, il faut faire attention à ça parce que là, c'est un moyen aussi de vous identifier. Alors là encore, pas question d'être parano. On a tous des modèles ce qu'on appelle des modèles de menaces différents, hein. Selon qu'on soit un agent secret ou un activiste, voilà, un petit peu pourchassé, ou qu'on soit plutôt un simple citoyen, mais un petit peu réfractaire comme nous autres, on n'a pas les mêmes, on ne fait pas face aux mêmes menaces. Donc, il ne faut pas devenir parano, on n'est pas surveillé forcément à chaque instant, mais il faut aussi être prévoyant et aussi savoir en fait ce qu'on veut protéger et avoir conscience aussi des services ou en tout cas des personnes qui sont derrière les services qu'on utilise. Donc pour moi, Signal, Telegram, en tant que tels, sont des bonnes applis, mais moi je les évite au maximum parce qu'il y a ce problème en fait de donner son numéro pour utiliser l'application. Ce qui, encore une fois, n'est absolument pas nécessaire. Donc je vous conseille plutôt d'utiliser Element. Donc Element, c'est vraiment l'application que je recommande. Très bonne application. D'ailleurs, nous avons un salon là-dessus, hein. Il y a un salon Hazel FinTech. Donc Element, ça fonctionne en fait. Element, c'est vraiment une super application parce que c'est un petit peu un mix entre Discord et Telegram. C'est un peu entre les deux. Donc à la fois, vous pouvez créer des espèces de rooms, enfin de salons, en fait, de chat, des espèces de petits forums comme ça. Mais vous pouvez aussi, voilà, en fait, vous en servir en fait comme une messagerie, un peu comme WhatsApp ou Signal ou Telegram, quoi. Passer des appels vidéo, etc., etc. Bon, ce qui est surtout très intéressant, c'est que donc Element, c'est juste un client qui vous permet d'accéder
à ce qu'on appelle Matrix. Donc Matrix, c'est une espèce de protocole, une espèce de réseau alors c'est ce qu'on appelle en fait un réseau fédéré. Donc c'est ça aussi l'avantage, contrairement à des réseaux comme Signal qui sont quand même assez centralisés au niveau de leur serveur. Telegram, c'est pareil. Telegram, ils ont une autre stratégie, c'est-à-dire que Telegram, l'avantage, c'est que Telegram, ils dispatchent tous leurs serveurs dans différentes juridictions autour du monde, ce qui permet aussi de rendre plus difficile en fait les injonctions, par exemple, euh, de tel service de police nationale, par exemple, qui désirait démanteler ou identifier les membres d'un chat nationaliste, un truc comme ça. Bon, euh, voilà. Ça, c'est un peu l'avantage, c'est un peu la stratégie de Telegram, mais bon, c'est pas satisfaisant parce que voilà, c'est quand même pas tout à fait. Telegram n'est pas vraiment open source à proprement parler. Il y a quand même pas mal d'opacité aussi derrière certaines choses. Donc, Element, c'est quand même supérieur parce qu'ils ont ce système en fait de serveurs fédérés. Donc, si vous voulez, moi, par exemple, j'ai un compte, je peux me connecter par exemple au serveur Matrix, mais vous pouvez aussi créer votre propre serveur sur ce protocole, sur ce réseau. Donc, si vous n'avez pas envie de faire confiance à tel ou tel serveur, parce qu'en fait, ça fonctionne. En fait, Matrix fonctionne comme un espèce de réseau peer-to-peer. Donc, si vous avez un serveur, une capacité, un bon débit chez vous, ben, vous pouvez installer un serveur et le connecter justement à Matrix. Et donc, vous aurez, je sais pas moi, une adresse Element qui s'appellera, je sais pas, euh, Gontran Lafayette, arrobase, ou plutôt deux points, je sais pas moi, elitenationale.com. Voilà. Mais ce sera uniquement sur le réseau justement Matrix. Et donc vous pourrez vous connecter à Element. Donc Element, en fait, pour s'inscrire, il y a juste besoin d'une adresse email. Et vous pouvez avoir exactement les mêmes services, même de meilleurs services que sur Signal. Donc encore une fois, il n'y a pas besoin, et je ne vois pas pourquoi ces applications nous demandent notre numéro de téléphone. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi avec Google, sur bah, votre compte Google. Google, par exemple, ça c'est, mais vous l'avez sûrement remarqué, si vous voulez créer un compte Google, en général, il va vous réclamer systématiquement de donner votre numéro de téléphone. Il va aussi automatiquement enclencher un système de vérification à deux facteurs avec le numéro de téléphone et pas avec une application de vérification à deux facteurs TOTP. Là encore, c'est un gros red flag parce que tout simplement, Google, pourquoi ils font ça? C'est juste pour récupérer votre numéro de téléphone et savoir qui vous êtes. Et donc, même si vous créez plusieurs comptes, il va toujours vous rattacher à ce numéro de téléphone et savoir exactement qui vous êtes, ce que vous faites, etc. etc. parce que, sans rentrer dans les détails, voilà, les services Google peuvent vraiment vous traquer profondément dans votre utilisation d'Internet euh, au quotidien si vous utilisez tout simplement les services Google. Donc ne les utilisez pas, évitez Signal et rejoignez Element qui est vraiment excellent. Bon, de toute façon, vous avez toutes les infos ici si vous voulez voir ça. Alors il y a une autre application un peu similaire, peut-être encore plus intéressante que Element, en tout cas qui a peut-être dans l'avenir encore plus de potentiel, c'est Session, qui est encore pas trop développé, mais qui est pas mal du tout déjà. Donc là, pour l'instant, je crois ils sont juste au stade messagerie, mais on peut pas encore faire d'appel ou d'appel vidéo, donc c'est ça un peu qui est pas encore cool. Mais l'identification est encore plus anonyme, je trouve, que Element. Bon, après, Element ne demande que une adresse email, donc si vous faites une adresse email assez protégée sur CTemplar ou sur Gorilla Mail ou des choses comme ça, bon, voilà, là c'est le mieux, quoi. Vous faites une adresse avec une connexion VPN, vous êtes rattaché à rien du tout, on ne peut pas remonter à vous, et là vous êtes bien, vous avez monté correctement votre compte Element, quoi. Ça, c'est juste des petites astuces et des coûts à avoir, quoi. Bon, voilà, enfin, vous pouvez retrouver pas mal voilà, d'applications. Donc là, vraiment pour smartphone, hein. Évidemment, je ferai d'autres choses soit pour Windows, soit pour Linux, des recommandations un peu similaires, et toujours en expliquant à quoi ça sert. Par exemple, Blocada, c'est aussi, à mon avis, quelque chose d'essentiel sur votre téléphone, votre smartphone. En fait, Blocada, ça vous permet, donc encore une fois, toutes ces applications sont open source, hein. Évidemment, pas question pour moi de vous proposer autre chose que du open source, et surtout des choses vraiment recommandées par la communauté OPSEC. Blocada, en fait, c'est une espèce de firewall, donc il va vous permettre de bloquer les publicités, mais aussi les trackers, hein, les pisteurs, et aussi les malwares
qui vont justement se rôder ou venir par votre utilisation d'applications en naviguant sur votre navigateur Internet sur votre smartphone. Donc Blocada vraiment à recommander, très très bien. Nécessaire encore une fois. Et par contre, c'est vrai que vous n'en avez pas forcément besoin si vous êtes sur CalyxOS comme moi, parce que vous aurez un firewall déjà développé justement par le Calyx Institute qui s'appelle Datura Firewall, donc qui est vraiment built-in, en fait, qui est installé de base hein, dans CalyxOS, et qui permet, donc comme Blocada, permet en fait aussi de désactiver certaines applications. Donc ça aussi c'est très utile parce que parfois, eh bien, vous avez besoin d'une application bon, à laquelle vous n'avez pas trop confiance. Alors sans rentrer dans les détails, hein, mais vous savez que dans CalyxOS, vous pouvez avoir deux espaces, on va dire, séparés dans votre téléphone. Un espace, on va dire, personnel, un espace professionnel. Et vous pouvez installer des applications et des fichiers et des fichiers système dans chacun de ces compartiments. Et ces deux compartiments, en fait, sont quasiment isolés, hein. Pas forcément totalement, mais vraiment très isolés, notamment avec il est où? Shelter. Voilà, Shelter, là aussi, c'est absolument nécessaire d'avoir Shelter. Ça va vous permettre en fait de vraiment d'optimiser hein, cette fonction qui est une fonction native d'Android, mais qui vraiment permet vraiment de rendre les choses plus faciles. Donc vous pouvez par exemple, ben, moi comme ce que je fais sur mon CalyxOS par exemple, j'ai d'un côté toutes les applications que j'utilise tous les jours, donc c'est que des applications open source, en tout cas des trucs vraiment pour l'utilisation personnelle, sécurisées, confidentielles. Et tout ce qui est application, on va dire, que j'aime pas du tout, du genre Facebook, Insta, Snap, j'ai plus, mais des trucs comme ça. J'ai même l'application tous Covid ou je sais pas quoi. Mais rassurez-vous, hein, je ne suis pas vax ou quoi que ce soit, mais c'est juste parce que j'avais envie de mettre le QR code d'Emmanuel Macron dedans. Et donc, voilà, toutes les sales applications dont je me méfie, eh bien, je les mets dans ce compte séparé, dans cet espace séparé. Et ce qui est intéressant avec Datura, ou en tout cas avec un firewall tel que Blocada ou tel que Tracker Control, eh bien, c'est que vous pouvez désactiver tout simplement l'accès Internet de ces applications. Donc là aussi, c'est intéressant parce que ça vous permet aussi de les empêcher de fonctionner en arrière-plan, de vous espionner en arrière-plan. Hein, j'ai aussi Alibaba, par exemple, enfin AliExpress. Bon, ça, c'est clairement des pompes à données, en fait. Hein. C'est vraiment des applications qui tournent en background et qui vous pompent des données, etc., etc. Qui sont bourrés de trackers, de spyware. Bien comprendre que Google, Facebook, tous ces trucs-là, c'est du spyware, en fait. Tout simplement. C'est du spyware. Donc voilà, Blocada, Datura Firewall, Tracker Control, vraiment, c'est très, très important à avoir. Même si, alors il y a une nouvelle fonction, je ne sais pas si les gens qui ont Android stock ou autre l'ont aussi, mais dans la dernière update de CalyxOS, vous avez une fonction aussi qui permet de mettre en pause ou de désactiver en fait les applications directement en restant appuyé dessus, hein, sur l'icône par exemple sur l'écran. Donc là aussi c'est vraiment intéressant parce que ça permet, même dans l'espace confidentiel, ça permet aussi d'avoir encore plus de sécurité, donc de désactiver par exemple certaines applications dont on se méfie, quoi. Voilà, donc il y a pas mal d'autres applis, bon, je ne vais pas faire toute la liste, hein, en email, il y a Tutanota, ProtonMail. Bon, ProtonMail, c'est vrai qu'il, là aussi, à utiliser de façon raisonnable. Et il faut bien comprendre aussi ce que proposent vraiment ces services. Là encore, je ferai sans doute une autre vidéo là-dessus, sur les hébergeurs mail et tout ça, les clients mail. Parce que là aussi, il y a des bonnes pratiques à avoir, hein. En tout cas, bon, je vous déconseille d'utiliser tout ce qui est Gmail, Outlook, parce que c'est Microsoft et Google lisent vos messages, encore une fois, hein, ils ne s'en cachent pas. Donc évitez à tout prix ces services mail et utilisez au grand minimum, utilisez au moins ProtonMail ou Tutanota. Et si vous voulez être encore plus sécurisé, essayez de vous faire un compte SeaTemplar. Ça, j'en reparlerai aussi. SeaTemplar, à mon avis, est l'un des services mail les plus sécurisés aujourd'hui au monde, mais c'est pas facile d'y accéder. Mais ça, j'en reparlerai une autre fois. Voilà, voilà. Alors après, en termes de navigateur, bon, il y a pas mal de choix, mais je ne vais pas forcément revenir là-dessus. Par exemple, par contre, deux, trois choses encore. En matière de sécurité, là encore, des applications très simples, open source, mais très très utiles.
SafeDots, là aussi, c'est une très bonne application qui vous permet en fait de monitorer en fait l'activation, ou en tout cas les activations suspectes de votre caméra ou de votre micro en live. C'est-à-dire que en fait, SafeDots, donc c'est une application toute simple sur Android, va vous permettre de savoir par exemple si il y a tout d'un coup votre caméra qui s'allume ou votre Microsoft qui s'allume, sans que évidemment vous l'ayez provoqué vous-même. Eh bien, voilà, il va vous le signaler par une icône. Donc ça peut permettre aussi de détecter d'éventuels spyware ou des applications comme ça qui vont se mettre en arrière-plan, des applications pirates évidemment, et qui vont justement essayer de vous espionner, activer la caméra pour vous filmer à votre insu ou vous écouter à votre insu. Donc là aussi, c'est une très bonne application toute simple tout simplement de ComSec ou d'OPSEC plus exactement. Bon, Snoop Snitch, c'est un peu plus technique, j'en reparlerai peut-être une autre fois, mais c'est aussi un petit peu dans la même veine, plutôt en ce qui concerne justement le réseau cellulaire. Après, en termes de VPN, là quand même c'est très important. Il faut utiliser un VPN. Surtout si, comme moi, vous êtes très très souvent sur la 4G. En fait, quand vous n'êtes pas chez vous, vous êtes sûrement sur la 4G. Donc, et même quand vous êtes chez vous d'ailleurs, utilisez un VPN. Il faut bien comprendre que votre fournisseur d'accès Internet, que ce soit votre opérateur téléphonique ou votre fournisseur d'accès du câble ou quoi d'autre, ou du Wi-Fi, quoi, ce ne sont pas vos amis. Non, ce ne sont pas vos amis. Votre fournisseur d'accès Internet vend sans aucun scrupule vos informations les plus confidentielles. Et s'il ne les vend pas, du moins, parce qu'en Europe, c'est vrai qu'il y a la législation est quand même un peu plus stricte qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a vraiment beaucoup plus de trafic à ce niveau-là, mais s'il ne vend pas vos informations, il peut lire absolument tout ce que vous faites sur Internet. C'est-à-dire que votre opérateur de téléphonie, par exemple, vous utilisez la 4G ou vous utilisez, je sais pas, votre connexion Ethernet, eh bien, il peut savoir exactement chaque site où vous êtes allé. Alors, il va pas forcément savoir exactement quelle page vous êtes allé dans ce site, mais il connaît le nom de domaine, etc., etc. Et il peut aussi savoir, alors là aussi, si vous utilisez des SMS, il peut aussi lire tous les SMS que vous avez envoyés. Il faut savoir que le SMS, là encore, j'ai fait un article là-dessus. Pourquoi vous devriez cesser d'utiliser les SMS? Le SMS, c'est une norme de télécommunication. C'est l'une des pires en fait qui existe parce que c'est l'une plutôt des moins sécurisées, hein. Il faut savoir que le SMS, c'est du texte clair, hein. Donc c'est pour plusieurs raisons, c'est vraiment très peu sécurisé, mais là encore, j'en reparlerai sans doute une autre fois dans une vidéo dédiée à ça. Mais voilà, donc pour toutes ces raisons, utilisez un VPN. Donc pour les SMS, arrêtez d'utiliser les SMS autant que possible, en tout cas voilà, pour répondre à votre collègue, c'est pas grave, mais en tout cas d'une façon générale, pour discuter avec votre ami ou vos amis ou des choses comme ça, vos camarades, utilisez plutôt Element ou Session, voilà, une application cryptée, sûre, confidentielle, plutôt que le SMS qui, encore une fois, est très 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 peu sécurisé. C'est une grande porte menace, hein. Le SMS, c'est vraiment une porte à toutes les menaces. Et pour tout ce qui est de vos connexions Internet, utilisez un VPN si vous voulez éviter que votre fournisseur d'accès sache ce que vous faites, parce qu'il faut savoir que, bien sûr, et j'espère que vous ne faites rien d'illégal, ça je ne cautionne pas évidemment, mais on n'a pas besoin de faire quelque chose d'illégal aujourd'hui pour être inquiété par la police. On peut tout simplement être un activiste ou avoir des opinions politiques X ou Y, et voilà, qui vont tomber sous le coup de la loi ou de loi scélérate aujourd'hui, en France en tout cas, et qui peuvent vous mener derrière les barreaux. Bah, il faut savoir que votre FAI, votre fournisseur d'accès Internet, sur simple injonction du tribunal ou de la police, fournira toutes vos données d'accès, de connexion Internet à la police à la moindre injonction. Donc ça, pensez-y bien, et donc connectez-vous autant que possible à un VPN. Donc moi je recommande évidemment, alors il y a plusieurs formules ici. Le Calix VPN, c'est un VPN gratuit, donc là c'est surtout ça c'est pour ceux qui ont Calix, hein. Je ne crois pas que vous puissiez l'avoir Calix VPN sans avoir Calix, mais c'est un truc gratuit. Raven VPN, c'est la même chose. Proton VPN, donc là c'est le VPN de Proton. Moi c'est l'un de ceux que j'utilise. Franchement, j'ai rien à redire. J'utilise la formule gratuite qui permet d'avoir quelques connexions. Voilà, il y en a peut-être une dizaine, je crois, une quinzaine, bon, qui ne sont pas ultra rapides, mais qui suffisent largement à la navigation simple. Euh, voilà, on a la plupart du temps, quoi. Après, il y a des formules payantes
qui sont pas forcément extrêmement onéreuses, mais qui marchent très bien, quoi. Donc Proton, à ce niveau-là, je leur fais plus confiance sur leur VPN que sur leur mail. Sinon, l'un des meilleurs quand même, c'est Mullvad. Si vraiment vous voulez le top du top de la sécurité, de la confidentialité, c'est Mullvad. Alors, Proton VPN, je crois, propose quand même de pouvoir payer en cash. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est ça aussi la question avec le VPN, c'est la question des logs. Voilà. Donc c'est la question aussi de savoir comment est-ce que vous vous identifiez, comment est-ce que vous accédez à ce service. Donc c'est sûr que si vous payez par carte bancaire un VPN, bon, si ce VPN garde les logs, comme ils le font souvent, même s'ils disent le contraire, eh bien, voilà, vous pouvez être identifié. Donc le mieux, c'est quand même de souscrire un abonnement avec du liquide ou en payant par Monero, par exemple. Et justement, Mullvad, alors Proton permet ça, on peut payer en cash, me semble-t-il. Et Mullvad, eux, ils sont vraiment très très à cheval sur la confidentialité. Donc eux, vous pouvez payer en liquide, en crypto du type Monero, justement, sans aucun problème. Mais par contre, Mullvad, il n'y a pas de formule gratuite, c'est payant, complètement payant. Après, il y a Orbot, bon, vous connaissez, c'est un peu une espèce d'application donc, qui vous permet d'accéder, en fait, d'utiliser, en fait, Tor, le réseau Tor, comme une espèce comme un VPN, en fait. Bon, moi, je suis pas très fan, en fait, du réseau Tor, euh, bon, pour différentes raisons. Et puis voilà, franchement, c'est pas très performant, je trouve, hein. Enfin, c'est même pas performant du tout en termes de communication. Bon, on ne sait pas trop qui est derrière les nœuds du réseau Tor. Bon, voilà, moi, je m'en méfie et je trouve pas ça efficace. Donc, préférez plutôt, enfin, si vous voulez un truc gratuit, utilisez ProtonVPN. Voilà, je pense que c'est le mieux à faire, voilà, pour commencer. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Il y a encore plein d'autres choses à découvrir à ce niveau-là. Donc, on a fait le tour aujourd'hui et j'aimerais terminer aussi par dire que, puisqu'on parlait des smartphones, ne négligez pas, encore une fois, la technologie ou vos outils technologiques. En fait, c'est ça. Encore une fois, il ne faut pas se priver de la technologie. Il y a toutes ces affaires Facebook, tous ces leaks, toutes ces divulgations de données, toute cette surveillance qui se met en place, cette techno-dictature, comme on dit. Mais il faut voir que la technologie, c'est un bon outil qui doit être utilisé pour faire le bien et non pas pour faire le mal, évidemment. Et donc, il ne faut pas forcément se passer de technologie. C'est pas ça la solution. On peut tout à fait utiliser la technologie de façon saine, raisonnable et surtout de façon privée et confidentielle, et même anonyme en fait. Et pour ça, ça commence déjà par évidemment avoir de bonnes pratiques, mais aussi surtout avoir de bons outils. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur notre boutique, qui va s'étoffer dans les prochaines semaines, où il y aura encore plus de produits. Donc pour l'instant, on commercialise justement des pixels HDSC, donc à haut degré de sécurité et de confidentialité. Donc ce sont des téléphones qui sont complètement préparés, hein, donc vous les recevez complètement préparés avec soit CalixOS, soit GrapheneOS installés. Donc ce sont, à mon avis, aujourd'hui, les deux meilleurs OS, donc les deux meilleures versions d'Android qui sont, si vous voulez, euh, les plus proches de ce qu'on recherche en termes de confidentialité, en termes de dégooglisation, de protection de la vie privée, etc., etc. Donc voilà, vous pouvez les commander et ils vous seront livrés clé en main, sachant que les Pixels, ce sont de très très bons appareils, des appareils d'une très très haute qualité, que vous trouvez ici à très bon prix, on va dire, même si les prix, à mon avis, on va essayer de travailler à les faire baisser encore plus dans les prochains temps, dans les prochains mois. Et on aura encore d'autres modèles, les modèles les plus récents, donc le Pixel 4 et le Pixel 5, qui vont bientôt arriver. Ce sont de très très bons appareils. Et il faut bien comprendre une chose, mais ça j'en reparlerai encore une fois dans une autre vidéo, il ne faut pas confondre Google et Android. Android, c'est un opérateur, c'est un système un système d'exploitation, voilà, qui est open source, certes, qui à la base, alors qui n'a pas été créé par Google tout à fait, mais qui a été racheté assez tôt par Google. Donc Google développe, on va dire, le code d'Android, mais c'est un code complètement open source. C'est-à-dire que n'importe qui peut prendre ce code et faire la version d'Android qu'il veut. C'est justement une stratégie que Google a utilisée depuis le début, en fait, parce qu'eux, ils avaient une autre stratégie que Apple. Apple avait une stratégie, en fait, d'avoir vraiment un système complètement propriétaire où ils avaient un contrôle sur
à peu près tout, non seulement au niveau de l'OS, mais aussi au niveau du matériel. Alors qu'Android, enfin Google, ils se sont dit, si on veut gagner des grosses parts de marché et concurrencer justement iPhone et tout ça, eh bien il faut au contraire qu'on rende notre système d'opération, notre système de captation, qu'on le rende open source. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous parce que depuis des années, évidemment, vous avez plein d'équipes de programmeurs qui ont pris ce code source et qui ont fait leur propre version d'Android, complètement dégooglisée. Et donc CalyxOS et GrapheneOS sont aujourd'hui parmi les deux versions d'Android, donc complètement séparées de Google, hein, ça n'a rien à voir avec Google, il n'y a aucun rapport avec Google. C'est un peu comme Linux, hein, en fait. Déjà, Android, c'est basé justement sur Linux. C'est un peu comme Linux, hein, il y a des tonnes et des tonnes de versions de Linux. Voilà, c'est pareil. Vous pouvez faire une version d'Android. Par exemple, Huawei, ils ont leur version d'Android, qui est une version absolument épouvantable, que je vous qui est quasiment propriétaire, en fait, hein, que je vous déconseille d'utiliser des Huawei ou des choses comme ça. Et d'un autre côté, voilà, vous avez des équipes comme d'experts, hein, vraiment, des gens, des activistes et des programmeurs de très haut niveau, comme les gens du Calyx Institute ou de GrapheneOS, qui ont développé des versions d'Android complètement dégooglisées et à haut degré de sécurité et de confidentialité. Donc ce sont ces versions d'Android que vous allez retrouver sur les pixels qu'on vend ici, qui encore une fois sont complètement dégooglisés, que vous pouvez obtenir à très bon prix et qu'allais-je dire, et que vous pouvez acheter d'ailleurs de façon anonyme, si vous en avez envie. Donc il y a plusieurs moyens de paiement, bien sûr, carte bancaire si vous avez envie, hein, après, nous on utilise quand même des services bancaires assez discrets, hein, dédicace à Viva Wallet, une très bonne banque. Et sinon, vous pouvez aussi bien sûr payer en Monero. Vous pouvez même payer en argent liquide. Voilà, donc vous pouvez payer de façon totalement anonyme, et donc ces appareils ne seront, en théorie, enfin, si vous le désirez, bien sûr, absolument pas rattachés à vous, à votre identité. Si vous avez envie de vous faire livrer à un pseudonyme ou à une adresse X ou Y, nous, on s'en fiche complètement, c'est pas notre problème. Voilà, nous, on est là juste pour vendre et pour proposer, pour mettre à la disposition du public des technologies libres et discrètes. Voilà, tout simplement. C'est le slogan d'Azel FinTech. Donc voilà pour cette revue, les amis. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission sur la chaîne. Allez, salut!